à toutes et à tous, bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Ratura, analyste junior chez XTB France. Comme d'habitude au programme 4 matières premières, on va commencer par l'or, comme vous avez pu le constater, qui a atteint un nouveau plus haut historique mercredi, porté par les politiques monétaires. On va ensuite parler du blé. On a une construction technique qui est plutôt baissière, mais on a assez peu de perspectives de hausse, en tout cas c'est pas ce que les fondamentaux nous indiquent. On va ensuite envoyer avec le sucre, donc on est peut-être vers une fin de retracement à contre-tendance, donc un retracement qui était au ciel. On a commencé à reprendre une trajectoire baissière, on va voir ce qu'il en est sur les conditions fondamentales de l'offre et de la demande. Et puis enfin on finira par le pétrole. On est effectivement dans une tendance baissière, on a une ligne de tendance baissière qui a marqué un troisième rebond. Le triangle est toujours en vigueur, on va voir si on va pouvoir s'extirper à la hausse ou à la baisse, puisqu'on s'approche toujours de plus en plus de l'APEX. Donc le disclaimer va s'afficher sur votre écran. Pour le gold, on a effectivement donc cette dynamique avec les politiques monétaires qui est très en faveur de la hausse de cette matière première. On a eu des données sur l'inflation qui ont baissé de 3,3% à 3% en juin, donc ça c'était aux États-Unis. Ça a été suivi de commentaires de Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale, qui ont été relativement dovish. Suite à ces commentaires, on a désormais des marchés qui price à 100% une probabilité de baisse des taux en septembre. Et puis on a donc ces mêmes marchés monétaires qui anticipent également 2 à 3 baisses de taux cette année, donc à partir de septembre, ce qui fera un total de 68 points de base. Vous pouvez voir un petit peu une projection détaillée à l'écran, donc ça c'est les prévisions des analystes Bloomberg. Donc voilà, donc on a ce contexte dovish aux États-Unis qui alimente fortement la hausse de l'or, et on voit que c'est visiblement pas encore prêt de s'arrêter. Il va falloir suivre un petit peu les prochaines décisions pour voir si la trajectoire va pouvoir se maintenir. Passons maintenant au blé. Donc le blé, comme je vous l'avais dit, on a une construction clairement baissière et les fondamentaux sont toujours en faveur de cette lecture. On a donc une tendance de l'offre qui est très forte sur le marché. On a des estimations de l'USDA avec des récoltes aux États-Unis qui ont été les plus abondantes sur les 8 dernières années, donc c'est à 2 millions de boisseaux contre des attentes à 1,9. Ça va fortement alimenter les stocks à l'échelle mondiale, donc ils vont augmenter à 257 millions de tonnes, ce qui était auparavant attendu était de 254,4. Et puis on a en Russie également des récoltes qui ont été relativement abondantes. L'ICAR nous indique ce chiffre de 83,2 millions de tonnes qui devraient être récoltées dans cette région. En comparatif, on avait 82 qui étaient attendus de base. On a également des prévisions météorologiques qui sont également en faveur d'une lecture d'une continuation de la baisse, puisque les conditions des boisseaux devrait s'améliorer, donc au niveau des conditions météorologiques. En hiver, on passe de 63% à 71%, et au printemps, on passera de 75% à 77%. Donc voilà, des boisseaux qui vont être de très bonne qualité, qui vont délivrer des quantités encore plus importantes sur le marché. Et donc voilà, on a cette lecture baissière au niveau de la mécanique entre l'offre et la demande, qui est clairement en faveur de l'offre. On voit ici que le prix du blé donc, a atteint un plus bas depuis à peu près milieu de 2020. Normalement, la tendance devrait se poursuivre. Passons maintenant au sucre. Je vous l'avais dit, on avait une tendance baissière, un retracement à contre-tendance, puis maintenant une reprise de la baisse. Donc c'est principalement motivé par les conditions au Brésil. Donc on a une production en juin qui ont été 15,7% plus élevée. Donc c'est un chiffre en glissement annuel, donc par rapport à l'année précédente sur la même période. Et on a une part de sucre de canne qui est dédiée à la transformation qui a augmenté donc à 48,7% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, c'est des informations qui ont mobilisé les vendeurs sur le marché. Mais en revanche, si on regarde quand même au niveau des fonds de gestion alternatifs, on continue d'avoir des vues haussières sur le sucre. Donc c'est sur les 7 prochains mois. On a des positions nettes spéculatives donc, qui reflètent ces comportements des fonds de gestion alternatifs qui ont augmenté de 25 878 lots. Ce qui est principalement porté par une augmentation de 32 214 lots qui concernent des positions longues. Ensuite, on a également des données au niveau de l'Inde. L'IMD nous indique que la saison des pluies devrait être un peu moins prononcée, avec des précipitations inférieures à 2% par rapport à la moyenne.
Donc on va peut-être avoir des récoltes qui vont être un petit peu moins abondantes du côté de l'Inde. Enfin, finissons avec le pétrole. Donc le pétrole, on a effectivement cette ligne de tendance baissière qui tient, et c'est principalement dû aux conditions en Chine et en Russie. Donc en Chine, on a eu des données macroéconomiques qui concernent le PIB sur le deuxième trimestre, mais également les ventes au détail en juin qui ont été largement décevants. Et donc forcément les investisseurs se demandent si la demande pour le pétrole de la part de la Chine va continuer à avoir une bonne dynamique. Donc on a peut-être en ce moment des investisseurs qui price justement ce risque-là et qui sortent un petit peu de leur position sur le pétrole. On a également aussi une transformation journalière qui a atteint un plus haut niveau depuis 6 mois, donc c'est 5,47 millions de barils par jour. Et voilà, donc c'est des facteurs qui vont probablement amener le cours du pétrole vers le bas de son triangle. Mais on a également des attentes un petit peu plus élevées sur une première baisse des taux en septembre, comme je l'avais annoncé pour l'or. Et donc là, effectivement, ça catalyse de la hausse pour l'or, mais également pour le pétrole, puisque ça va avoir un effet sur le dollar. Donc le dollar va normalement soutenir, un affaiblissement du dollar va probablement soutenir les prix du pétrole. Je vous finis cette émission avec un petit regard sur la structure des échéances à terme. Alors pour l'or, on est en contango, donc ce qui veut dire que pour les échéances plus lointaines, le prix de l'or augmente. Donc ce qui signifie que effectivement, c'est une situation qui est plutôt normale. Un contango reflète des coûts de portage qui sont normalement négatifs. Des coûts de portage qui sont positifs, c'est plutôt le cost of carry qui est négatif, mais effectivement, on a des coûts de stockage, des coûts de livraison, etc., des coûts d'assurance qui justifient effectivement que le cours de l'or soit en contango. Par contre, du côté du WTI, là, on a une structure anormale, on est en backwardation, donc on voit que les prix sur la structure à terme descendent, ce qui peut vouloir dire que la demande est actuellement plutôt élevée. Enfin, en tout cas, la demande devrait se réduire par rapport au niveau de prix actuel sur le WTI dans les prochaines échéances. Au niveau du blé, comme l'or, on est dans une situation normale de contango, pas de commentaires particuliers. Et au niveau du sucre, donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on va être en contango jusqu'en mars, donc ça veut dire que la demande va être relativement élevée jusqu'en mars. Puis ensuite, la demande devrait un petit peu faiblir sur les échéances de mai 2025 et juillet 2025. Donc voilà pour la structure des échéances, ce qui clôture notre émission. Donc j'espère que les informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.